Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer cette info à la fois terriblement commune et complètement terrifiante. Une entreprise de sécurité informatique s'est mise en tête de tester la fiabilité des serveurs contenant des données, parmi les plus sensibles qui soient, des données de santé. Précisément, l'entreprise s'est focalisée sur les systèmes d'archivage d'imagerie médicale, les scanners, les radios, etc. Le résultat a certainement dépassé ses attentes, puisque sur les 2300 services étudiés, près d'un quart présentaient des failles. Pire, l'entreprise a pu mettre la main sur des millions de documents pas du tout anonymisés, appartenant à près de 24 millions de patients. En France, elle a repéré 7 serveurs mal paramétrés abritant les dossiers de près de 48 000 patients. C'est commun et terrifiant, je le disais tout à l'heure, commun parce qu'on s'habitue à force à l'idée que le numérique n'offre qu'une protection très fragile à nos données. Terrifiant parce que ces données-là, celles relatives à notre santé, elles touchent nos zones les plus intimes et elles intéressent de plus en plus de monde. Il paraîtrait même que c'est le nouvel Eldorado financier pour les géants du numérique. On leur a consacré notre épisode du jour, le 200e déjà. Bienvenue dans Programme B. Vous allez vite le comprendre, je dois confesser une bien piètre opinion des entreprises et autres acteurs plus ou moins périphériques du monde de la santé qui capitalisent sur les données médicales. Une méfiance totale qui nécessitait donc une interlocutrice avec un regard plus amène sur ces choses-là. En l'occurrence, Isabelle Hilali, spécialiste du traitement des données, patronne et fondatrice de la plateforme Datacraft et membre notamment du comité d'expertise sur l'intérêt public de l'Institut national des données de santé. J'ai commencé par lui demander tout simplement, vu l'affaire récente que j'évoquais en introduction, où on en était en France de la sécurisation des données médicales. Alors, je pense que c'est un chantier qui sera permanent, en fait. Parce que quand on parle de sécurité des données, alors pas que de santé d'ailleurs, hein, on voit bien que les choses les plus sécurisées, alors on va parler du Pentagone, de choses plutôt dans le domaine militaire, par exemple, il y a toujours une course, en fait. Donc évidemment qu'il y a une attention très importante à apporter à la sécurité et en même temps, de toute façon, ce sera toujours une course. Donc, je pense qu'il faut mettre des moyens sur ces sujets. Il faut en être très conscient. Il faut éduquer les gens aussi, notamment quand il s'agit de données personnelles qui peuvent être mal utilisées. Et en même temps, le plus intéressant, ce serait très dommage pour notre société de se focaliser que là-dessus. Et puis, du coup, d'oublier toute l'innovation qui peut être apportée grâce aux données. Donc, je dirais, il y a beaucoup d'attention qui est apportée, hein, notamment en Europe, il y a eu beaucoup de débats suite au RGPD, donc le règlement européen pour la protection des données personnelles. Ça a amené à beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a beaucoup d'attention qui est apportée et en même temps, moi je dis toujours, surtout ne nous arrêtons pas là, quoi. Et d'autant plus, alors je dirais d'autant plus en France où on a culturellement toujours l'envie d'anticiper tout ce qui peut arriver et de se protéger avant que ça arrive, contrairement à des cultures plus anglo-saxonnes où on se dit laissons faire, mais par contre, s'il y a un mauvais usage, là, les pénalités seront à la hauteur du mauvais usage. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, parce que le sujet est complexe. J'ai voulu savoir précisément ce qui existait dans nos lois pour protéger nos données de santé. Donc, j'ai appelé la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et j'ai posé la question directement à Hélène Guimiau-Brault, la chef du service santé de la CNIL. En fait, ce que j'aurais voulu savoir, c'est qu'est-ce qui existe légalement, quel est le cadre en France vis-à-vis des données de santé pour les protéger, parce qu'elles sont, c'est assez évident de le dire, mais c'est quand même bon de le rappeler, ultra sensibles. Qu'est-ce qui existe en France pour protéger spécifiquement ces données de santé qui ne sont pas des données comme les autres ? Alors, en bonne juriste, la réponse que je peux vous faire, c'est qu'il existe un régime juridique spécifique pour le traitement de ces données, c'est-à-dire que dès qu'on va vouloir les manipuler, les collecter, les regarder, les conserver, on va être obligé de respecter un cadre très précis, alors qui a été défini notamment par la loi informatique et liberté donc de 1978. Et puis qui est complété aussi par un texte dont on a sans doute un peu plus entendu parler ces derniers temps, c'est le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données.
l'intérêt majeur de ce RGPD, c'est que déjà, il a proposé une définition juridique de ce qu'est la donnée de santé. Ouais. Jusqu'à présent, on avait une vague idée de ce qu'était une donnée de santé, mais ça pouvait être assez fluctuant et même les juges avaient dû se prononcer. Mais le législateur, lui, n'avait pas posé une définition précise. Donc, depuis le RGPD, on sait ce qu'est une donnée de santé. C'est une définition qui est très large et d'ailleurs, on parle plutôt, nous, de données relatives à la santé. Donc, le caractère relatif à la santé nous permet en fait concrètement, en pratique, de considérer qu'il y a 3 types ou 3 grandes catégories de données de santé. On a les données de santé par nature, parce que en elles-mêmes, ce sont des informations qui révèlent l'état de santé. Donc, par exemple, un diagnostic médical, si on vous dit vous avez la grippe, c'est une donnée de santé. On a également des données de santé qui sont des données de santé par leur destination. Par exemple, vous avez un objet connecté qui va collecter votre fréquence cardiaque. Ouais. Alors en soi, les battements de cœur, ça révèle pas forcément grand-chose sur l'état de santé d'une personne. Mais envoyer à un médecin, ou par exemple ce que vous avez mangé à midi, envoyer à un médecin qui vous surveille dans le cadre du diabète, par exemple, là, on va considérer que c'est une donnée de santé, puisque l'usage qui en est fait, c'est un usage médical. D'ailleurs, la fréquence cardiaque, c'était pas forcément le meilleur exemple. Il vaut mieux, je pense, se baser, sur l'exemple de ce qu'on a mangé, ou par exemple le nombre de pas qu'on a effectué. Là, collecté par un médecin pour vérifier l'activité physique d'une personne malade. Là, c'est bien un usage médical, donc c'est une donnée de santé. Et puis, on a aussi les données de santé qui, par croisement avec d'autres, les données, qui par croisement avec d'autres données, peuvent nous donner une indication sur l'état de santé. Donc, par exemple, si votre application collecte le nombre de pas que vous effectuez et ce que vous mangez, donc mettons vous faites 10 pas par jour pendant une semaine et par jour également vous mangez 3 pots de pâte à tartiner, eh bien a priori on va pouvoir en déduire une information sur votre état de santé. Ouais. Idem, collecte du poids et de la taille. En faisant un calcul que tout le monde connaît, vous pouvez obtenir l'indice de masse corporelle. Et ça, c'est une information qui révèle, si vous êtes un score élevé, peut révéler que vous êtes obèse ou que vous êtes haltérophile, par exemple. Mais en tout état de cause, ça donne quand même une indication sur votre, relative à votre santé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et quand vous traitez en tant que responsable de fichier, des données de santé, il faut vous conformer donc à tout le régime juridique qui a été prévu et par la loi informatique et liberté et par le RGPD. Et le régime juridique, en fait, il est assez simple de prime abord, c'est que le législateur nous dit qu'il est interdit de traiter ces données. D'accord. Par principe, on n'a pas le droit de traiter des données de santé, mais ça s'applique également aux données génétiques, aux données biométriques, aux données relatives à l'opinion religieuse, aux opinions politiques, voilà. Il y a plusieurs catégories de données sensibles et le principe, c'est une interdiction. Et puis, comme pour toutes les interdictions, il y a des exceptions qui sont là aussi listées par le législateur. Le cas le plus évident, c'est le médecin qui, effectivement, lui, peut constituer un dossier médical sur ses patients. Donc, lui va pouvoir collecter des données de santé et les traiter pour prendre en charge les patients. L'autre cas prévu par la législation, alors il y en a plusieurs, mais là je vous cite les plus classiques, c'est notamment dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé. Oui. Et puis ça peut être également lorsque vous avez le consentement des personnes concernées. Et puis également quand le traitement il a une finalité d'intérêt public. Donc par exemple, on va penser au traitement des autorités, par exemple l'agence de sécurité l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a le droit de traiter des données de santé, notamment dans le cadre de ses activités de pharmacovigilance.
non, mais malgré cet encadrement juridique aux allures fermes, je ne peux pas m'empêcher de me demander si demain, mes données de santé ne seront pas transmises sans même qu'on me demande mon avis à ma banque, à ma mutuelle, à tout un tas d'acteurs tiers qui normalement n'y ont pas accès aussi facilement. J'ai retourné cette interrogation certainement marquée d'une tendance très française pour la méfiance à Isabelle Hilali. Alors oui, effectivement, là, c'est bien l'esprit français de la méfiance. Mais ceci dit, au-delà de la plaisanterie, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Quand on parle de données de santé, il y a un type d'hébergement spécifique qui est beaucoup plus protégé, qui est l'hébergement des données de santé, qui correspond à un cahier des charges. Et puis, il y a vraiment... il y a toute une attention, en fait, qui est portée quand on fait un projet où notamment on fait appel à des données personnelles, en fait, et pas à des données anonymisées, par exemple. Il y a vraiment il y a une réglementation qui est quand même très stricte. Et puis finalement, je dirais, ce qui protège le plus, c'est la loi, en fait. Souvent, l'inquiétude des gens, c'est l'assurance, par exemple. Et c'est vrai qu'on a en tête l'assurance automobile, où on se dit, si je suis un mauvais conducteur, j'ai des malus, je pourrais peut-être même plus être assuré un jour. Donc, se dire, si je transpose ça dans l'univers de la santé, et se dire, si je suis trop malade, ou alors encore pire, si mon enfant à naître, on a fait plein d'analyses et on se dit que il y a de grandes chances que ce soit un enfant qui coûte cher parce qu'il aura tel et tel risque de développer telle et telle pathologie. Du coup, plus personne voudrait l'assurer. Effectivement, c'est une catastrophe, mais la protection, c'est pas de se dire on va pas transmettre des données à un assureur santé. C'est plutôt la loi qui dit en France, on est obligé de fournir une assurance santé. Donc il y a déjà il y a la sécurité sociale, mais il y a aussi les complémentaires. Et quand on est un organisme qui propose des mutuelles complémentaires, par exemple, on n'a pas le droit qu'il y ait un delta de plus de 1 à 3, par exemple, entre celui qui va être âgé et celui qui va être plus jeune et dont on pense qu'il va coûter moins cher. Donc pour moi, la meilleure sécurité, c'est vraiment, en tant que société, les gens pour qui on vote, et puis ensuite, eux, ce qu'ils proposent comme loi. Il y a malgré tout un acteur qu'on n'avait peut-être pas anticipé, qui maintenant est très clairement affiché, des acteurs d'ailleurs, ce sont les géants du numérique, qui eux s'intéressent de très près aussi à ces données. Là encore, c'est sans doute mon esprit français, on va rester là-dessus, qui ne peut s'empêcher de s'alarmer de voir quelque chose qui est plutôt du domaine du service public, c'est-à-dire la gestion de la santé, qui reste de manière générale, même s'il y a déjà des acteurs privés, quelque chose qui est du domaine de l'État, qui, quelque part, commence à toucher du doigt et à entrer dans le giron de grandes entreprises qui, elles, clairement, n'ont pas réellement un esprit de service public, si je puis me permettre. Oui, alors, ça, c'est une super question, en fait. Alors, j'ai envie de répondre plein de choses. D'une part, quand on regarde les réseaux sociaux, effectivement, il y a des tonnes d'informations qui circulent. Et quand on parle de données de santé, ça va être des choses très classiques, du style des résultats d'analyse, des choses qui sont clairement identifiées comme de la santé. Mais ça peut être aussi des données qu'on va croiser, qui au départ, on se dit une donnée sur le poids, ou c'est pas en soi, c'est pas une donnée de santé, mais croisée à d'autres, ça peut devenir une donnée vraiment très précise, en fait, sur votre état de santé. Et de la même façon, toutes les recherches que vous faites, ça donne beaucoup d'informations en les croisant toutes, et ça permet vraiment de reconstituer. Donc, c'est des sujets à la fois effectivement très critiques qu'il faut regarder de près, et en même temps, c'est super intéressant parce que souvent, on a une vision des données de santé assez statique, en fait, et souvent pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous souffrez de diabète, par exemple, on va vous regarder comme vraiment avec un regard très médical, qui est super important, et en même temps, on va oublier que peut-être qu'à cause de ça, vous pouvez pas faire du sport comme vous voudriez, et qu'en fait, ça, c'est un facteur aggravant. Et donc, quand on va sur les réseaux sociaux, on arrive à aller capter des données qui sont plus des données en vie réelle, et donc qui sont complémentaires et qui sont super intéressants. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Après, l'autre question qui était,
Alors, est-ce que du coup, c'est pas les gens qui ont accès à ces infos qui vont devenir les grands acteurs de la santé, et puis ceux qui traditionnellement l'étaient, je sais pas, les hôpitaux, on imagine qu'ils vont toujours garder une place, mais les labos pharma, par exemple, est-ce qu'ils vont pas disparaître parce qu'on va c'est ces grands acteurs qui vont pouvoir développer des médicaments beaucoup plus vite parce qu'ils le feront différemment. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs historiques de la santé, c'est deux mondes différents en fait. Il y a un monde qui a été élevé avec la prudence, le fait de ne pas prendre de risques, et puis vraiment cette notion de servir le patient et de développer du soin. Et puis, il y a un monde qui est le monde de la tech où, au contraire, plus on innove et finalement, plus on a envie d'avancer. Donc, ces deux mondes sont différents. Je pense que les grands acteurs de la santé, s'ils reviennent à leur essence, en fait, ils ont des atouts énormes. Ils savent faire des études cliniques, ce qui est quand même extrêmement important. Ils savent gérer la relation avec les médecins, avec les patients. Et donc, en fait, là, on est dans une phase un peu compliquée où ils sont en train d'être vraiment bousculés en fait sur leur savoir-faire, mais je pense qu'ils ont toutes les compétences pour justement utiliser ce qu'il y a de bien dans le digital, y compris aller chercher des données, alors c'est pas les seuls, hein, mais des données plus de vie réelle, y compris des données sur les réseaux sociaux, pour à nouveau occuper la place qui est la leur. Donc si je mets de côté ma méfiance du coup naturelle ou nationale à l'égard de à l'égard du tour que prend la data médicale, quels bénéfices les patients peuvent en retirer? Alors là, pour moi, c'est vraiment énorme en fait, et ça va vraiment dans tous les domaines. Donc il y a des choses je dirais assez basiques en fait, mais très importantes qui vont être... alors si j'étais dans la grande conso, je parlerais d'expérience client, mais là on va parler d'expérience patient qui vont, en récupérant des données, permettre de voir comment on peut être mieux accueilli quand on va soit chez son médecin, soit à l'hôpital. C'est-à-dire mieux accueilli, c'est plein de choses, hein. C'est quand on arrive, qu'on sache un peu mieux qui on est, donc qu'on ait une espèce de fiche, mais digitale, hein, qui permet de savoir tout ce qu'on a fait, ce qu'on a, et pas juste axé que santé, mais aussi dans notre vie réelle, qu'est-ce qui se passe. Donc toutes ces informations-là, elles font que déjà on n'aura pas à réexpliquer des choses en oubliant ou en disant pas tout, parce qu'on sait que ça, il vaut mieux pas qu'on dise qu'on a mangé 4 gâteaux avant de venir, si on a eu, je sais pas, si on a eu par exemple un traitement pour le poids ou pour d'autres maladies, hein. Donc ça permet vraiment de faciliter en fait cette relation-là. Et puis ensuite, ça permet aussi d'accélérer des choses toutes bêtes, hein, genre un passage en caisse pour payer. Donc là, je suis sur des choses très simples. Et puis ensuite, après, pour le suivi, par exemple, de tout ce qui va être maladie chronique, où ça permet vraiment de mettre à disposition des professionnels de santé des outils, en fait, qui les aident à poser un diagnostic, que ce soit pour analyser une radio, par exemple, ou un électrocardiogramme. C'est vraiment c'est plein d'outils qui vont permettre d'être un vrai support, en fait, pour les professionnels de santé. Et puis ensuite, de proposer aussi des traitements beaucoup plus personnalisés. On sait que pour certains types de cancers, par exemple, si je prends le cancer de la prostate, ça fait partie des cancers où il y a un certain nombre de cas où quand on vous traite, en fait, non seulement ça ne vous soigne pas, mais ça aggrave ça aggrave votre situation. Donc, plus on va réussir à capturer de données sur les individus, y compris d'ailleurs ceux en bonne santé, et à modéliser ça pour se dire, en fait, tel traitement, c'est pas simplement celui qui fonctionne le mieux dans tel hôpital, et donc c'est celui qu'on administre parce qu'on a remarqué que c'était le plus efficace, mais en fait, c'est le traitement qui fonctionne le mieux sur le profil de cette personne, et du coup arriver beaucoup plus à cette médecine personnalisée en fait, vers laquelle on a envie d'aller et on a absolument besoin d'aller.
personnalisée, certes, mais à quel prix ? Est-ce qu'en chemin, on ne perdra pas un peu du socle commun que constitue la santé comme domaine réservé de l'État et donc de la République ? C'est sans doute encore mon côté français qui parle, mais j'avoue que j'ai du mal à m'en défaire. Merci à Isabelle Halili et Hélène Guimiobro pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.